On est ravis d'avoir Mathieu Louis-Jean parce que je crois que vous vous exprimez pas souvent. Ces derniers temps, vous parliez pas mal d'arbitrage quand même. Mais une longue interview pour parler du club, parler de la façon de travailler à Lyon, c'est intéressant et on est content que ce soit dans l'after. Bah, écoutez, je suis ravi d'être là. C'est vrai que pour moi, c'est une première ici, bien sûr. Après, moi, je viens du scouting. Donc, en général, le scouting, c'est la discrétion. Et c'est, c'est les dossiers secrets. Exactement. Donc, voilà. Ah, mais sauf que maintenant, vous êtes directeur sportif. Technique. Et oui, alors, oui, c'est quoi le terme exact? Parce que alors maintenant, il y a directeur du football, directeur technique, directeur sportif. Ouais. Non, je suis directeur technique, bien sûr. Après, voilà, j'ai pas mal de prérogatives du directeur sportif, mais bon, voilà. Mais est-ce qu'il y a quand même un lien important, je trouve, dans ce changement de titre? C'est par rapport au fait d'aligner les différentes équipes. On le dit souvent sur la façon de jouer. Il y a une stratégie plus globale. Donc le terme technique, il n'est pas cosmétique. Il sert à quelque chose. Il veut dire quelque chose, en tout cas. Non, bien sûr. C'était aussi dans l'ambition de mettre une stratégie en place, une stratégie sportive. Et ce qu'on a mis en place aussi avec toute l'équipe, que ce soit Michael Gerlinger, Jean Sudresse, Benjamin Charrier, on est toute une équipe. Et moi, bien sûr, je chapeaute le sportif, le technique. Alors, la stratégie, ça a été le grand sujet, évidemment, et c'est ça qui nous intéresse forcément, et que les supporters lyonnais veulent connaître, en tout cas les dessous, de cette espèce de miracle permanent. Je ne sais même plus s'il faut dire ça maintenant, parce qu'on est quand même en février maintenant. Mais de là où on est parti, cet été, et de cette catastrophe qui était quasi annoncée, quel souvenir vous gardez d'abord de ce moment-là en termes d'angoisse, de stress, de non-connaissance du lendemain? Écoutez, sur le coup, c'est clair que tout le monde a été inquiet, très inquiet. Quand on a appris la décision de la relégation en Ligue 2, je pense que ça a mis un coup à tout le monde. Mais bon, on savait que Michel Kang était là, Michael Gerlinger était là aussi pour travailler pour la suite, travailler justement le fait de sauver le club, ce qu'ils ont fait avec succès. Et pour nous, c'était important, dans cette même période, de travailler justement sur l'après, mettre une stratégie en place pour pouvoir être efficace rapidement sur le recrutement. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. Alors, une fois que le club a été sauvé, que les dirigeants ont dit, il y a des sous, donc on ne va pas descendre, le problème, c'est de savoir combien il y en a des sous. Et pour vous, surtout, et les Lyonnais qui écoutaient et tout, ils disent quelle équipe on va avoir? Est-ce qu'on va jouer le maintien? Le haut du classement, personne n'y pensait. Donc, comment on vous a présenté le truc? On vous a dit il y a un budget de zéro, il y a un budget moyen. Vous étiez là, vous attendiez à votre bureau qu'on vous dise il y a tant. C'est passé comment? Alors, ça s'est passé qu'en amont, on a travaillé plusieurs scénarios. C'était important pour nous parce que on n'a pas attendu la décision sans rien faire. On a travaillé plusieurs scénarios, donc un avec rien, honnêtement. Avec rien, mais comment on travaille avec rien? Comme le Havre peut le faire, et que Mathieu Bonnemer fait très bien, oui, avec son argent, exactement, des prêts, des joueurs libres. Voilà, on s'était préparé à ça. Après, avec un peu de moyens et avec un peu plus, ce qu'on a pu avoir, parce que c'était plutôt équilibré ce qu'on a pu faire. Et vous, c'était quoi? C'était un budget S, M, L? C'était au maximum M. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, quand vous bossez dans le milieu du foot, l'OL a une mauvaise image? Et est-ce que c'est compliqué de convaincre un agent, un joueur de venir à Lyon? Alors oui, on a des périodes où ça a été compliqué, clairement, parce que c'était annoncé partout que le club était relégué en Ligue 2, qu'il y avait des problèmes de trésorerie. Donc c'est vrai, dans certaines négociations, ça a été très compliqué. Ils avaient peur de ne pas être payés? Exactement, avec certains clubs. C'est vrai que j'ai une anecdote avec Majorque. Oui, ça a été long, les négociations, les tractations étaient longues avec Majorque parce qu'ils avaient peur de ne pas être payés. Pour Dominique, exactement. Donc on a eu de la chance que Dominique croyait beaucoup au projet, nous aussi, on a gardé le contact. Et à la fin, ça s'est plutôt bien passé avec Majorque. Mais c'est clair qu'il y avait une crainte. Il y a tellement d'articles de partout qui sortaient que... on peut comprendre les clubs. Non, bien sûr. Si le club fait faillite, ils ne sont pas payés. Mais d'ailleurs, il y a une autre question, j'enjambe un peu au niveau de la chronologie, mais sur le mercato d'hiver, il y a beaucoup de supporters des autres équipes, évidemment, qui se disent, mais on ne comprend pas, à Lyon, ils sont quand même dans une situation compliquée, même si c'est plus stable maintenant. Et ils ont fait venir, alors il y a des prêts évidemment, mais ils ont fait venir 6 joueurs, Hendrik, Narté, 4, Yaremchuk, et Camara, c'est ça c'est ça. Et ça, c'est une question qu'on entend beaucoup en se disant, mais comment c'est possible? On les dit au bord du précipice et ils y arrivent quand même. Alors si vous regardez la chronologie justement de nos rencontres avec la DNCG, on a changé de statut sur la dernière rencontre avec la DNCG, on n'était plus qu'encadré sur la masse salariale et plus sur les transferts, donc ça nous donnait un peu de liberté. Mais c'est surtout qu'à la fin du mercato, en août, on
on n'a pas tout dépensé l'enveloppe qu'on avait. On s'était gardé une fenêtre d'action pour le mois de janvier, justement. De là, déjà, l'orientation vers un joueur comme Hendrick. Ça, c'est déjà quelque part un risque calculé parce que en août, c'est l'urgence. Il faut mettre une équipe viable à monter dans l'urgence. Et vous avez déjà l'idée quand même de garder une poche pour l'hiver. Non, exactement, parce qu'on se retrouve dans une situation où on perd Georges Mikotadze très tard. Du coup, pour le remplacer, c'est pratiquement impossible. Remplacer Georges sans moyens, honnêtement, ça aurait été un miracle. Maintenant, on s'est tous posé, que ce soit avec le coach, Paolo, Michael, Benjamin, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va sur un joueur qui va être juste un appui à l'effectif panic buy, et pas une vraie plus-value à l'équipe, où on attend, on patiente. Voilà, on avait construit un effectif, on savait qu'il était compétitif, qu'elle allait nous donner vraiment ce qu'on voulait. Sauf mais qu'il y avait plus d'attaquants. Fonseca, il disait quoi de ça ? Encore une fois, on a pris cette décision ensemble. Elle a été collégiale. Panic buy et garder un effectif sans vrai attaquant plutôt que prendre un mauvais, entre guillemets. Enfin, et Fonseca, il a dit ok, je vais me démerder dans mes schémas, dans mon football, c'est possible de jouer 109, on va faire autrement. Paolo a été très, très acteur de la situation. Je vous dis, la dernière journée de ce mercato, on était tous ensemble. On était assis dans le bureau de Michael et on se disait comment on fait ? Est-ce qu'on agit ? On n'agit pas ? Et c'est vrai que Paolo, là-dessus, il a été très direct. Moi, je suis capable de jouer dans différents systèmes, différentes formations, avec bien sûr le même projet de jeu. Ça ne change pas. Mais il était capable de jouer sans vrai numéro 9, ce qu'on a fait au tout début du championnat, et que ça a été plutôt efficace. Et par la suite, en vrai, notre vrai numéro 9, c'était Pavel Soulk, qui est devenu numéro 9 et qui est là, 3e buteur du championnat. Donc voilà, il y a pas de... On peut prendre un peu la liste au mois d'août des joueurs. Alors j'en ai noté, vous allez compléter. Bon, alors donc Robin Kluivert, Soulk, Karabet, Tyler Morton. Aidez-moi à rajouter les... Taliafico qu'il a fallu... Taliafico, qu'il a fallu convaincre de rester. Mais on va plutôt parler de ceux qui arrivent parce que, en fait, si j'en parle, c'est parce que quand on est fin août et qu'on voit cette liste, on dit bon, ok, très bien. Ils vont faire quoi avec ça, quoi ? Parce qu'on ne connaît pas. République tchèque, Tyler Morton, et on était un peu... que c'était un antivirus. On était hyper perplexes. Mais vous aviez quoi comme certitude ? Je pense que le mot est un petit peu fort, peut-être. Vous aviez quoi comme garantie sur ces profils ? Vous les suiviez depuis longtemps ? Ils étaient dans vos petits cahiers ? Comment ça se passe, en fait ? Oui, bien sûr. Peut-être que vous les connaissiez pas, mais nous, on les connaissait. Oui, et même très bien. Non, c'est des joueurs, c'est des profils qui ont été travaillés en amont, longuement. Je vais vous donner quelques cas. Un jeune joueur comme Afonso Moreira. Oui, comment j'ai pu oublier, en plus, mon chouchou, bien sûr, Moreira. Je le rajoute tout de suite sur ma liste. Il l'a donné, Jean-Louis. On voulait une doublure à Malik, suite au départ de Saïd Benrahma sur la fenêtre de mercato précédente. On voulait un joueur de vitesse, de profondeur, capable de bien sûr stater, mais aussi de mettre de l'intensité dans le projet de jeu de Paolo. Et il matchait tout ce qu'on voulait faire. Et c'est un recrutement vraiment scouting, en fin de compte. C'est notre recruteur au Portugal qui identifie le joueur, qui fait remonter l'information. Benjamin va le voir plusieurs fois et il match tous les critères qu'on veut au poste. Donc voilà, ça s'est fait plutôt naturellement parce que, encore une fois, c'était les qualités qu'on recherchait. Vraiment, sur toute cette fenêtre de marché, on a essayé de trouver des joueurs qui matchaient le projet de jeu de Paolo. Pour nous, c'était vraiment ce qui était le plus important, ce qui veut dire projet de jeu de Paolo, état d'esprit et adaptabilité, bien sûr, au fait de pouvoir jouer différentes positions. Mathieu Louis-Jean est avec nous, directeur technique de l'OL. Vous parliez de scouting au début, je viens du scouting. Comment se passe aujourd'hui la cellule de scouting à Lyon ? Qui y travaille, parce qu'on voit la liste là, de ces joueurs-là, finalement, il y a quasi que des succès. On parlait de Schulz également tout à l'heure, mais comment ça fonctionne à l'OL aujourd'hui ? Alors, le responsable de la cellule, c'est Benjamin Charrier, avec qui je travaille maintenant depuis quelques années, qui m'a rejoint quand je suis arrivé justement à l'OL, moi étant directeur du recrutement. Benjamin est un travailleur vraiment important. Il a une qualité forte, Benjamin, c'est qu'il a une analyse tactique des joueurs, capable de projeter dans le projet de jeu du coach, qui est impressionnante, vraiment excellente. Il nous a trouvé vraiment des joueurs de qualité avec un potentiel de développement important. Et il a 4 recruteurs dans la cellule de recrutement. Voilà, on a une cellule qui est
qui est normale, on va dire. Voilà, et elle a été très très efficace sur cette fenêtre de marché. J'ai une question sur l'état d'esprit, parce qu'on a l'impression, on parle beaucoup de l'équipe de copains, alors ça gagne, évidemment, c'est plus facile, mais quand même, dès le départ, on a vu qu'il y avait un truc un peu particulier qui s'est passé sur les quasi-ruines qu'il y avait, on a l'impression qu'il y a un truc qui est né. On parlait de l'adaptabilité au projet de jeu du coach de la part de votre recruteur. J'ai l'impression qu'il y a un état d'esprit dingue aussi chez ces gars-là, qu'il n'y a pas d'erreur là-dessus. Donc comment on fait pour avoir ça? C'est un élément, on le sait, que vous prenez en compte. Non, bien sûr, c'est un des critères qui était fondamental pour nous. Vraiment travailler sur un collectif fort. On voulait des joueurs capables de attaquer ensemble, défendre ensemble, courir ensemble, gagner ensemble. Donc on savait qu'on allait perdre du talent. On en a perdu, et beaucoup, des joueurs importants, des joueurs majeurs. Mais on voulait vraiment travailler sur cet état d'esprit. Et voilà, on a fouillé sur les caractères des joueurs, sur des informations qu'on a pu rechercher dans leur club précédent. Et ça a plutôt bien marché. Il est 22h16, on est là jusqu'à minuit. L'OM sera au programme après 23h avec les infos du jour. On ira en Angleterre également, mais pour l'instant avec Jean-Louis Tour, Daniel Riello, Florent Gautreau, nous recevons Mathieu Louis-Jean dans l'after, directeur technique de l'OL, avec 1000 questions évidemment. Alors, Mathieu, oui. Non, tu permets? Il est surexcité ce soir. Bah ouais, j'ai pas le temps. Quand il est comme ça, je le connais, il est surexcité. Ouais, c'est vrai, là, je suis à bloc. Ouais, je vois ça. Alors vas-y. Le cas Hendrick. Oui. L'agent d'Hendrick a dit aujourd'hui, de toute façon c'est clair, il repart à la fin de la saison, c'est dealé comme ça, c'est bon. Donc il y a zéro chance. Première question, il y a zéro chance qu'il reste. Et deuxième question, racontez-nous les coulisses de la venue de ce coup de l'hiver, parce que c'est dingue ce que vous avez réussi à faire là. Alors oui, le deal pour le moment, c'est qu'Hendrick est avec nous jusqu'à la fin de saison. Ah, pour le moment? En tout cas, c'est le deal qui a été bien sûr discuté avec le Real de Madrid. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'ambiguïté, vraiment. Après, l'arrivée d'Hendrick, elle a été réfléchie dès la fin du mercato d'août. Honnêtement, de l'été. De l'été, oui, du mercato d'août. Ouais. Donc, on savait qu'on avait un poste qui était un vrai besoin pour nous, et on s'était donné cette fenêtre d'opportunité pour aller chercher en janvier. Il y avait quelques joueurs qui étaient potentiellement sur le marché, et Hendrick était un de ceux-là. Donc très vite, voilà, je suis rentré en contact. Là, je vous coupe, vous venez de prendre Schulz. Bon. On se dit, bon, Schulz, personne ne le connaît, à part évidemment vous, les scouts, parce que vous suivez tous les championnats et tout. Et là, vous vous dites quoi? Tiens, et si on tentait un truc de fou, pourquoi pas Hendrick? C'est comme ça que ça fonctionne ou... Oui, parce qu'on n'a pas... Encore une fois, on vient de perdre Georges Mikotadze. Il faut revoir la chronologie de la situation. Donc, on vient de perdre Mikotadze, Georges. On décide de ne pas le remplacer. Et on se dit, voilà, on doit tenir jusqu'à la prochaine fenêtre de marché. Donc, comment on fait? On sait que Pavel peut nous donner du temps en numéro 9. Bien sûr qu'il y a Martin Satriano qui était avec nous, qui était arrivé pour être un backup, pour être une doublure de Georges au départ, bien sûr. Et du coup, on se met tout de suite en action, à contacter l'entourage d'Hendrick pour essayer de commencer à travailler. L'entourage d'abord ou le club ou le Real? Non, d'abord l'entourage. Ah, ok. Et l'entourage, vous y accédez comment? Alors, comment ça se fait le jeu de réseau en fait? C'est ça le jeu de réseau, c'est qu'on connaît les agents du joueur. Donc très vite, je rentre en contact avec les agents du joueur. Michael rentre en contact avec le Real de Madrid. Du coup, on commence tout de suite les tractations avec Hendrick et l'entourage d'Hendrick pour lui expliquer, lui vendre le projet OL. On était un des seuls clubs qui n'avait pas de numéro 9, on va dire, titulaire dans son effectif. Et on savait qu'eux allaient chercher sûrement un club pour trouver du temps de jeu pour la Coupe du Monde qui allait se passer. Ça, vous saviez, il avait besoin de temps de jeu. Oui, ça on le savait, parce qu'il y avait déjà une porte qui était entrouverte sur l'été précédent. Mais bon, je sais que le Real Madrid l'a refermé très vite. Mais ensuite, on s'est dit qu'il pourrait y avoir... Sur le temps de jeu, vous pouvez nous raconter comment se passe le prêt concrètement? Il faut qu'il joue pour que vous ayez moins à payer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, il y a une structure, il y a une structure de deal qui fait que plus il joue, moins on paye. D'accord. Ça va, s'il Ça joue tombe bien, il est bon. Sauf que donc le carton rouge vous arrange pas. Non, il nous arrange pas. Clairement. Pour plein de raisons. Mais ça, c'est courant? Parce que c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Il y a la même chose, semble-t-il, avec Nwaneri à Marseille. Mais alors, oui, de plus en plus, je pense. De plus en plus. Oui. Il y a de plus en plus plein de trucs chelous dans les. Il y a un nombre de matchs précis. C'est un deal gagnant-gagnant quelque part. Je pense que si le joueur est bon. Oui, si le joueur est bon. Le problème, c'est si on est obligé de le faire jouer alors qu'il est pas. Le Real Madrid a aussi besoin de que le joueur joue. Continue, c'est encore un très jeune joueur qui a besoin encore de progresser. Je ne sais pas si vous pouvez rentrer dans les détails, mais on peut savoir le nombre de matchs qu'il faut qu'il joue? Non, c'est dégressif. Écoutez, c'est pas la structure, elle est très simple en fin de compte. Bon. Alors, ça, c'est le côté technique des contrats. Mais après, il y a un autre truc que moi j'aime bien quand on recrute quelqu'un ou quand on fait un coup comme ça. C'est ce que je pourrais appeler la méthode un peu à l'ancienne. C'est-à-dire l'intervention d'amis.
Et là, en l'occurrence, on sait que les Brésiliens qui sont passés par l'OL récemment ont joué un rôle. Guimaraes, Paqueta notamment. Racontez-nous un petit peu ça. Et il paraît que même au Real, même Mbappé a dit à Henrik, va à Lyon, c'est un top club, tu vas jouer là-bas. Ouais, alors c'est les infos que j'ai, oui. Apparemment, Kylian et Aurélien Tchouaméni, apparemment, ont poussé aussi en lui disant, écoute, Lyon, c'est un top club. Va les rejoindre, va jouer, va marquer des buts, va t'éclater. Je pense que c'était un joueur qui avait aussi besoin de ça. Mais bien sûr que oui, Paqueta et Guimaraes, je pense, ont été en contact avec Henrik pendant la période avant d'arriver chez nous. Et après, il y a eu tout le projet qu'on a su lui vendre avec nous en tant que dirigeants, bien sûr, et Paolo avec son projet de jeu à lui. Il y a eu un coup de fil. Attendez, top, parce que les Jeux Olympiques nous appellent. Okay. Oui, Arnaud Valadon nous appelle parce qu'il se passe des choses à la patinoire olympique. Arnaud, bonsoir. Bonsoir à tous et quelle bonne nouvelle. Adam Siaoimfa, notre chance de médaille en patinage artistique chez les hommes. Il vient de faire 102,55, 10 points d'avance sur l'Italien Daniel Grassel. Il va être très haut placé, les meilleurs arrivent, mais il fera au minimum top 5. La France du patinage qui attend un médaillé olympique depuis Philippe Candeloro en 98 à Nagano. Verdict vendredi avec le programme libre et verdict surtout de la fin de ce concours dans une dizaine de minutes. Merci Arnaud, bonne soirée. Est-ce qu'il y a un monde où, je sais pas, l'OL gagne des titres, Hendrik flambe, et on se dit là quand même, je suis bien. Je fais un an de plus. S'il y a toujours autant de joueurs au Real, voilà, je reste. Alors, Hendrik parle souvent de Dieu. Je dis, il n'y a que Dieu qui sait ça. Pour moi, pour l'instant, on verra la suite. Mais nous, pour l'instant, on est très heureux d'avoir Hendrik avec nous. On a vu déjà dès le début qu'il nous apporte déjà en termes de stats, mais aussi en termes d'impact. Notoriété, exactement. Et d'ailleurs, pour tourner sur Hendrik, vous pensez quoi j'imagine que vous êtes solidaire de votre entraîneur qui a dit qu'il fallait protéger les artistes et qu'il avait un traitement de faveur que Fonseca n'était plus habitué à voir dans le football d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut protéger les joueurs talentueux, les dribbleurs surtout, parce que je pense que c'est ces joueurs-là qui sont plus ou moins ciblés. Et c'est vrai que ça m'a un peu dérangé le match de samedi où les premiers contacts ont été très rudes. Il y a une grosse faute d'Ablin dans la première minute. Exactement. On joue pas le ballon, on joue le joueur directement. Écoutez, moi je dis à mes défenseurs bien sûr d'être agressifs, et ça il y a pas de souci avec ça. Et vous faites un travail avec lui aussi, j'imagine Hendrik, pour qu'il se contrôle, parce que là tous les adversaires, tous les défenseurs vont sans doute essayer de le faire dégoupiller. Non, bien sûr qu'on travaille avec lui. Après, c'est encore un très jeune joueur. Il faut gérer aussi ses émotions-là. Il enchaîne aussi les matchs, ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire non plus. Donc, il peut aussi avoir la fatigue mentale qui fait que on peut faire des gestes. Mais encore une fois, le geste de samedi, je pense qu'il est plutôt malchanceux, malheureux qu'une vraie faute pour blesser. Mais cela dit, c'est peut-être un élément à prendre en compte, la Ligue 1, sa dureté, dont on parle souvent, tous les joueurs étrangers le disent. Et Hendrik, dans son premier match, il a eu 2-3 attitudes où quelque part il provoquait un peu ça. Donc est-ce que ça aussi, ça fait partie de la culture Ligue 1, on va dire? C'est surtout la culture brésilienne où c'est un dribbleur, c'est un joueur qui veut éliminer son adversaire. Donc il y en a de moins en moins, ça c'est vrai. Et par moments, ça peut avoir l'air d'être provocateur, mais non, ça ne l'est pas. C'est juste un joueur qui s'amuse sur le terrain, qui prend du plaisir, qui veut dribbler, qui veut faire du spectacle. Et des fois, c'est vrai que les défenseurs, ça peut les... Et là, on a vu que c'est pas sympa ce que lui a fait. Vous avez fini sur Hendrik, on peut passer à autre chose? Oui, vas-y, lâche-toi. Non, je voudrais revenir sur le recrutement et les noms qu'on a cités tout à l'heure. Ok, très bien, on voit bien que ça marche. Morton, vite convaincant. Moreira, c'est devenu un chouchou. Les autres ont peut-être mis un peu plus de temps, mais ça a fini par marcher. Même Robin Kluivert, dont on doutait énormément après ses premières sorties. Il va falloir qu'on en parle de Kluivert. Mais bon, moi, je dis, ok, c'est très bien, mais l'OM aussi a fait un recrutement, Monaco aussi a fait un recrutement avec des joueurs qui promettaient. Moi, je trouve que l'alchimie de quand ça marche ou de quand ça marche pas, c'est très délicat et compliqué à expliquer. Comment un directeur sportif peut faire en sorte que ça marche ou que ça marche pas? Il y a des bons joueurs, ça colle pas, et puis là, vous, malgré les doutes, on a l'impression que tout va bien. Comment ça, on fait pour que ça fonctionne finalement? On ne sait jamais à l'avance, bien sûr. Moi, ma plus grosse problématique, c'est le timing d'adaptation. C'est ce qui est le plus difficile parce que la Ligue 1, comme tu pouvais dire tout à l'heure, c'est un championnat ultra difficile, physique, athlétique, et en termes d'intensité, c'est ce qui se rapproche le plus probablement de la Première Ligue. Après, ce qui était important pour nous, encore une fois, dans la phase de recrutement, c'était les critères. Qu'est-ce qu'on recherchait? Quel profil de joueur? Et je pense que là-dessus, on ne s'est pas trompé à chaque poste. Après, c'était est-ce qu'ils s'adaptent au profil de jeu du coach? C'est ce qu'ils ont fait, encore une fois.
Et la dernière des qualités qui était importante pour nous, c'était l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, il est incroyable. Je vois des gamins comme Afonso, Pavel Sulc. Pavel, samedi, à la 85e, il met un tac dans les 6 mètres opposés pour sortir un ballon. Mais ça galvanise tout le monde. Il y a un vrai état d'esprit qui s'est créé. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on a réussi à créer en travaillant aussi sur la mentalité des joueurs. Et comment on développe des marchés? Parce que Pavel Schulz, c'est 7,5 millions quand même. Ouais, Moi, je pensais qu'il allait coûter une poignée de figues, franchement, puisqu'on ne le connaissait pas. Mais visiblement, c'était un joueur qui était demandé. Vous l'aviez suivi depuis longtemps. Ah oui, Pavel, c'est un joueur qu'on suit depuis un moment. C'est un des meilleurs joueurs du championnat tchèque. Si on regarde ses stats sur l'année précédente, c'est 20 buts, 15 passes décisives. Ça veut dire qu'on le connaît, il est connu, Pavel. Après, c'est prendre le risque de l'amener en France en disant est-ce qu'il va pouvoir faire la même chose en France? Donc nous, on a considéré que oui. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est son état d'esprit. Franchement, c'est un joueur, c'est un soldat. Et en même temps, il a des qualités de buteur qui sont innées parce que c'est un joueur de flair. C'est un joueur qui sent les coups. Comme il C'est fait un beaucoup joueur qui a d'ailleurs. vraiment envie de marquer. Et ça devient de plus en plus rare. Donc, on savait qu'il allait s'adapter, mais on ne savait pas en combien de temps. Et ça a été plutôt assez vite. Et ça montre aussi son intelligence de jeu. Est-ce que quelque part, ces mercatos différents, le vôtre notamment, ne montrent pas qu'on est meilleur quand on est contraint? On a l'impression que dans cette Ligue 1, vous avez fait référence à Mathieu Bodmer en parlant du Havre, qui a d'autres contraintes, encore pire. Oui, bien sûr. Mais on a l'impression que les clubs qui s'en sortent le mieux aujourd'hui sont ceux qui sont contraints. Donc est-ce que ça ne permet pas de mieux bosser? Le PSG leader. Ce qui serait Je mets le PSG hors concours. Ah bah c'est sûr que tu préfères toujours avoir un peu plus d'argent parce que voilà, c'est un championnat ultra compétitif. Maintenant, c'est vrai que ça nous a obligés de changer de logiciel. Honnêtement, on est allé sur des marchés où on n'avait pas l'habitude d'aller, ça c'est clair. Et du coup, un joueur comme Pavel Sulc, il fait la même chose en France, il fait la même chose en Belgique, c'est 15 millions d'euros. Donc on n'avait pas le choix. Mais par contre, on a travaillé vraiment. La cellule a fait un travail extraordinaire. Vraiment, je voudrais encore les féliciter pour ça, parce qu'on a été vraiment chercher des joueurs qui avaient un potentiel important, mais où les critères pour nous étaient aussi importants. Il est 22h31, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tour sont là. Mathieu Louis-Jean avec nous, directeur technique de l'OL ce soir. Et on a encore plein de questions. Alors on est parti bien en tête sur le mercato, le scouting, etc. Bah parce que c'est ce qui a le plus étonné, impressionné dans cette année finalement. J'aimerais bien parler un peu sportif, parce que là, Lyon est sur le podium. On l'a dit tout à l'heure, il reste la Coupe d'Europe, la Coupe de France. En juin dernier, le club était en état de mort clinique. Là, aujourd'hui, vous avez peut-être des titres en vue. Là, quels objectifs vous fixez à votre coach, à vos joueurs, là, du coup, pour la fin de saison? Non, il n'y a pas vraiment d'objectif précis. Encore une fois, en début de saison, on l'avait dit, on espère bien sûr faire mieux que la saison précédente. C'est toujours comme ça. Maintenant, je trouve que voilà, le groupe est calme, le coach est calme, tout le monde travaille. On veut donner de la continuité au projet. Et ça passe par gagner le prochain match, toujours. Et voilà, on est vraiment dans un très bon moment pour nous, bien sûr. Mais voilà, il y a beaucoup de calme autour de l'équipe. Il n'y aura pas de priorité à un moment parce que certains ne cachaient pas. Je me souviens d'une interview de Thiago Scuro notamment. Benadja également avait fait une demi-allusion à ça en disant c'est tellement important pour nos finances d'aller en Ligue des Champions que si à un moment il faut reposer certains joueurs ou prioriser une compétition, être sur le podium par rapport à un tour de plus en Coupe d'Europe, économiquement, vu la situation de nos clubs, le choix il est vite fait, quoi. Non, je pense pas qu'il y aura de priorité. Et connaissant Paolo, je pense pas qu'il fasse de priorité non plus. La Coupe d'Europe, on l'a joué à fond depuis le début de saison. Je pense qu'il y a un match peut-être où on a fait un peu tourner, c'est le Betis Séville, mais on a quand même joué tous les matchs pour les gagner. Et Lyon a fini premier. Exactement. Et bien sûr que voilà, il y a trois compétitions à aller chercher. Comme je l'ai dit juste avant, on va jouer les matchs. C'est un petit peu bateau de dire ça, mais match après match. Mais clairement, on va jouer tous les matchs. Est-ce que c'est vrai que c'est bateau. Est-ce que mentalement, la situation, tout ce qui s'est passé cet été, est-ce que quelque part, ça a donné une espèce de survivance à l'équipe en se disant on va jouer libéré? Parce que ça a diminué les attentes, en parce tout que cas. oui, déjà, il y a ça, il y a moins de pression. Et puis, mentalement, on a l'impression que l'équipe est forte. Il y a des joueurs qui ont vachement progressé. Vos défenseurs, bon, on ne s'attendait pas à ce qu'ils aient ce niveau. Même ceux qui étaient là. Tolisso, on a l'impression qu'il a rajeuni de 20 ans. Bon, nous, on adore Tolisso, donc on est très content de le voir performant à ce point. Mais il était là, il a vu la catastrophe annoncée, le niveau de l'équipe qui a priori devait diminuer. Bon, il aurait pu prendre un coup.
il est encore plus fort. Il y a quand même un environnement. Je ne sais pas comment vous avez créé cette alchimie. Alors déjà, on a des leaders positifs, des leaders forts. Vraiment, que ce soit Coco Tolisso, Moussa Niakate, Clinton Mata, Nico On ne Tagliafico. s'attendait pas à ce qu'il ait ce niveau, par exemple. Lui aussi, il fait partie de ceux qui ont Oui, mais beaucoup progressé. ça fait À partie Lyon, on disait ouais, c'est quoi, il est un peu passoire, mais enfin on n'attendait pas ça. Là, là maintenant, on le voit à la Cannes, il a été fort. Avec Lyon, il est fort. Il a pris 20 millions de transferts si vous le vendez demain. Moussa, ça a été un joueur qui a été titulaire dans toutes ses équipes et un leader pareil dans toutes ses équipes. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu un transfert élevé pour Moussa. Il fallait peut-être digérer un petit peu tout ça. Mais encore une fois, on lui a donné de la confiance à Moussa et du temps. Et je pense que voilà, travailler dans un projet de continuité, voilà, tu t'amènes de la stabilité pour certains joueurs. Voilà, ça leur permet aussi de progresser. Et c'est vrai que Paolo aussi a fait progresser beaucoup de joueurs dans notre effectif. Parler de continuité, est-ce que cet été, Lyon va devoir vendre ? Ou est-ce que non, vous allez pouvoir garder vos pépites, on va dire, vos joueurs de valeur ? Alors, on n'est pas complètement guéri. Ça, c'est plutôt Michael qui pourra vous parler des finances plus que moi. Mais oui, je pense qu'il y aura malgré tout, un objectif de vente. Maintenant, encore une fois, ça va être des ventes ciblées. Donc après, c'est à nous de faire l'arbitrage. Ça, vous avez un montant ? Alors, il doit y avoir un montant. Je ne peux pas vous dire le montant exact, mais oui, il y aura un montant. 30 environ. Ouais, peut-être 30, peut-être un peu plus. Je suis pas. Cet été, il faut vendre 40, vous le faites avec un seul joueur, Malik Fofana, et vous gardez tout le reste. Voilà, l'objectif. Tu l'as dit, mais bon, on verra en fin de saison. Non, mais je dis ça parce que lui, c'est écrit. De toute façon, l'été dernier, c'était ou lui ou Georges. Lui, pour sa construction de carrière, enfin, on sait tout ce qui s'est passé. Il a dit, moi, je pars pas maintenant, je partirai l'année prochaine. Donc, Mikotadze a été quelque part contraint de partir. Bon, ben voilà, on sait, c'est écrit qu'il va s'en aller. Déjà, il faut qu'il revienne, donc il revient en mars, c'est ça ? Ouais, exactement. Là, il va revenir d'ici, je pense, 15 jours. Oui, 15 donc jours, après, je ne sais pas s'il a perdu de la valeur en ne jouant pas. Il va avoir du mal à retrouver sa place ? Non, après, ça, c'est le terrain. Hein. Je pense que voilà, la concurrence, la compétition, c'est bénéfique pour tout le monde. Ça va le pousser aussi. C'est une question qu'on n'aurait pas imaginé poser, en fait. Non, vous avez fait la saison sans lui. Et vous pouvez le vendre 30 ou 40 cet été, c'est bon, tout le reste vous pouvez garder, les Lyonnais vont être super contents d'entendre ça. Ça c'est clair. Mais encore une fois, les objectifs de vente pour l'instant, voilà, ils sont pas définis, mais c'est clair que comme je l'ai dit, on n'est pas complètement guéri, donc ça on l'a en tête et on fera ce qu'il faut, mais encore une fois, ce sera des arbitrages qui sont pris en fin de saison, mais pour l'instant, on veut vraiment donner de la continuité au projet, c'est pour ça qu'on a gardé aussi tout le monde au marché de janvier. Et quand on est sur un coup et que finalement on se fait doubler par un concurrent, comment ça se passe ? On trouve tout de suite un remplaçant. Je fais référence à Abdelli. Vous aviez un petit peu d'avance en décembre. Finalement, il est allé à l'OM parce que c'est son club. Il avait envie d'aller là-bas. Comment ça se passe ? On a immédiatement une solution de rechange parce qu'il était vraiment pas très loin de venir chez vous au final. Hein, clairement. Après, en tout cas, dans le recrutement, tu n'avances jamais sur qu'un dossier. Ouais. Tu avances sur 2, 3, parce que tu sais jamais ce qui va se passer. Il y a toujours des aléas extérieurs qui peuvent. Là, l'aléa extérieur, c'est un club concurrent. Oui, non, mais pas que. Ça peut être un entourage, ça peut être un agent, ça peut être n'importe quoi. Il n'avait rien promis. Alors, on avait quand même pas mal avancé, pour être honnête avec vous. et puis voilà, c'est aussi le jeu, c'est comme ça. On travaille tous pour essayer de faire améliorer notre équipe. Mais encore une fois, nous, on avançait aussi avec Noah Narté et on est plus que satisfait des débuts de Noah Narté. Finalement, c'est parce que vous n'avez pas fait Abdelli que vous êtes quelque part rabattu sur lui ? Non, pas du tout. On avançait comme je l'ai dit juste avant, sur plusieurs joueurs en même temps, parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce que va être la négo avec Angers, on ne sait pas ce que va être la négo avec Bombi. Donc on peut pas partir que sur un joueur, c'est impossible. Sinon, on se retrouve, si ça ne se marche pas, les négos sont trop longues pour le joueur qui suit. Vous l'avez eu à combien finalement, Narté ? Narté, 7,5. Donc bien plus cher qu'Abdelli. Ouais. Parce qu'Abdelli, c'est à. Mais c'était pas c'était bouclé. Voilà, c'est pas le même profil de joueur. C'est pas Exactement. le même. Là, on investit dans l'avenir avec Noah. Bien sûr, évidemment. On parlait de Tolisso tout à l'heure, qui fait une super saison. Donc, il est en contrat jusqu'en 2027. Est-ce qu'il sera encore lyonnais après ? Est-ce qu'il a envie de rester ? Est-ce qu'il y a une date de péremption de Tolisso ? Quel est son avenir ? Alors, Corentin, c'est un joueur important du vestiaire. C'est notre capitaine, un leader, un vrai leader positif. Et pour nous, c'est pareil. Corentin, il est dans le projet. Voilà, bien sûr qu'on veut continuer ce projet avec Corentin. Je pense qu'il y a des discussions qui vont avancer dans les prochaines semaines. Mais bien sûr
Corentin est complètement dans le projet de Donc il y a l'Olympique volonté de le prolonger et qu'il reste le plus longtemps possible. Mais il va finir au club et il va être, il va bosser au club. Il n'y a que lui qui le sait, ça je ne peux pas répondre à sa place, mais en tout cas, nous, oui, bien sûr qu'il y a une volonté de continuer le projet. Il a dans sa tête d'être à la Coupe du Monde. Nous, on n'arrête pas de dire qu'on ne comprend pas qu'il n'ait pas été appelé récemment et tout, avec le niveau qu'il a. Il faudrait que ce soit dans la tête de Deschamps, surtout. Oui, pas que dans la nôtre, effectivement. Ah bah oui, je ne peux pas croire qu'il ne veut pas aller à la Coupe du Monde, surtout avec tout ce qu'il met à l'entraînement et pendant les matchs. Écoutez, après ça sera un choix de Didier Deschamps, mais je pense qu'il a complètement sa place dans ce groupe de France. On le croit aussi. Et avec surtout des qualités différentes des autres milieux de terrain qu'il peut avoir, il a vraiment une capacité à se projeter et à être dangereux dans le dernier tiers qui est exceptionnel. Pour nous, il a été vraiment très impactant cette saison. Et techniquement, c'est un joueur fort avec un volume. On parlait des profils. Moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est le poste de gardien. Parce que c'est pas si évident. On a vu qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont en galère cette année sur ce poste-là, ou au contraire d'autres qui performent comme Lens à ce niveau-là. Et ça va faire, à mon avis, ça peut faire la diff. Et c'était pas du tout gagné avec Greif par rapport à son profil et par rapport au jeu que demande Paulo Fonseca. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions entre le coach et lui. Vous avez même attendu, entre guillemets, presque qu'il se fasse une petite formation accélérée. Lui, il a raconté tout ça. C'est pas simple, c'est un gars qui a été blessé en plus assez durement. Donc, c'est un profil qui n'était pas gagné d'avance, parce que Descamps, c'est pas forcément un profil de numéro 1 absolu non plus. C'était un poste risqué, je dirais, pour Lyon. Oui, et c'est pas simple. Honnêtement, trouver un bon gardien de but avec des critères bien spécifiques que voulait Paolo, c'est pas simple à Pour trouver. la relance, en gros. Exactement. On venait de perdre Lucas Perry, on devait retrouver un numéro 1. Après, on était plutôt confort parce qu'on savait qu'il y avait Rémi qui était là et Rémi est un vrai numéro 1 bis. Ça veut dire que voilà, là-dessus, on avait certaines certitudes. Par contre, on était certain du profil de Dominique. Dominique, on le suivait aussi depuis un petit moment. On savait qu'il avait été freiné par une blessure qui était importante, mais c'était plutôt un diagnostic qui n'avait été pas bien défini. Et du coup, voilà, c'était plutôt long, mais voilà, on savait qu'il avait les caractéristiques de ce qu'on recherchait. Et du coup, ça a été, encore une fois, c'était une question de temps, mais le profil était très bon pour nous. Et puisqu'on a évoqué le contrat de Corentin Tolisso jusqu'en 2027, il y a aussi celui de Fonseca, de votre coach. Alors, on n'a pas parlé si je l'ai bien dit, en tout cas en particulier de lui, sur la réussite du projet lyonnais, mais vous l'avez quand même placé plein de fois quand vous nous avez décrit votre travail. Est-ce qu'il va prolonger lui aussi au-delà de 2027 ? Est-ce que vous lui avez déjà fait une proposition ? Paolo, c'est le chef d'orchestre, on va dire. Donc pour nous, non, c'est l'acteur principal du club. Je considère encore une fois le coach et les joueurs comme la visibilité du club et de l'OL. Maintenant, Paolo, bien sûr qu'on a envie de continuer le projet avec lui. Je pense qu'il le sait. Maintenant, il va y avoir un moment pour avoir cette discussion avec lui. C'est pas encore le cas. On n'a pas encore entamé. Mais bien sûr qu'on veut grandir et on veut grandir aussi avec Paolo. Mais pourquoi il aura envie d'aller ailleurs après tout ? Il faudra lui poser la question. Il est allé dans un grand club, ça s'est pas bien passé. Après, c'est toujours qu'une question de contexte. Je pense que c'est pas toujours simple. Arrive dans des contextes difficiles. On l'a vu, nous. Moi, je l'ai vu en tout cas ici. Et voilà, c'est sûr. Est-ce qu'il n'a pas besoin d'investir justement un peu plus simple, entre guillemets, comme c'est le cas, puisque vous l'avez dit, les joueurs sont moins connus, mais ils ont envie de se battre. Est-ce que c'est pas de ça finalement dont il avait besoin ? Mais justement, après, c'est quelle stratégie tu veux mettre en place ? Je pense que tu dois recruter des joueurs qui fit avec le projet de jeu de ton coach. Si ça fit pas, ça marche pas. Ça peut être un bon joueur. S'il n'y a pas le bon projet, ça marche pas. Donc, ce qui est important, encore une fois, c'est d'avoir les bons joueurs pour le bon projet. Et ce qu'on a pu faire avec Paolo, il y a des moments, il y a des top coachs, il n'y a pas le bon projet, c'est difficile. Je ne citerai pas les noms de clubs, mais voilà, tu arrives des très bons coachs dans des clubs où ça ne marche pas, parce que je pense qu'il n'y a pas le bon projet. Oui, qui est mis en on a place. vu défiler une tonne à Manchester United, et finalement, c'est en train de marcher beaucoup mieux avec un ancien joueur qui n'avait pas un CV délirant. Donc, Michael Carrick. Et je reviens à la cellule de recrutement. Justement, c'est que voilà, le travail qui a été mis en place a été fantastique, parce que toutes les cibles, tous les profils qui ont été étudiés fitaient avec le projet de jeu Paolo. Paolo était complètement acteur aussi de ces périodes-là. Donc, du coup, voilà, on savait ce qu'on prenait. Lui, il fit mieux avec les arbitres, là, parce qu'il y a quand même eu l'histoire de la suspension qui n'était pas, sans doute pas évidente à gérer. On ne s'attendait pas à ça de lui, quoi. Ça, moi, ça m'a... Mais... Milan, il avait déjà pété un câble. Alors, moi, je pense que c'est la réaction d'un moment. Moi, je pense qu'il y a aussi eu la réaction d'un arbitre qui n'a pas été la bonne.
aller confronter un entraîneur, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, hein, je vous dis les choses comme je les vois. Ouais, je suis Alors- pas vraiment d'accord. alors, bien sûr moi, ça m'a que- étonné de sa part qu'il fasse ça. Fonseca, il est pas connu pour. Non, mais Il y a peut-être des moments où on pète encore un une plomb, fois, hein. voilà. Bien sûr qu'il y a eu une réaction qui n'était pas la bonne, mais encore une fois, que ce soit la sanction, moi qui étais c'est surréaliste de mettre 9 mois pour ça, et ensuite, voilà, c'était très compliqué, bien sûr, à gérer, mais on l'a fait tous ensemble. On a soutenu Paolo, on a toujours été derrière lui, et je pense qu'on est très heureux maintenant. Là-dessus, Rapidement. parce que je sais que Mathieu Louis-Jean est apparu un peu plus devant les médias, et malheureusement, moi, quand je l'ai vu apparaître devant les médias, c'est pour parler d'arbitrage, et c'est une vieille mauvaise habitude que moi je dénonce dans l'after, et on est souvent d'accord là-dessus. Et on en a parlé avec l'OM l'an dernier. C'était une tradition avec Jean-Michel Aulas. On a l'impression que c'est un passage obligé. Vous êtes directeur technique, vous nous racontez des choses passionnantes ce soir sur tout ce qui est le milieu et les coulisses d'un club de foot. Et on vous voit, ou certains vont vous voir seulement. J'ai fait un petit test comme ça sur Google tout à l'heure, quasiment exclusivement pour aller parler d'un arbitre. C'était pour le PSG. Est-ce que c'est pas. J'ai l'impression que c'est un passage dans votre tête nécessaire, obligatoire, parce que vous avez l'impression de défendre votre club, mais est-ce qu'en termes d'image et en termes d'exemplarité, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Alors non, par moment tu le fais parce que tu as envie de te faire entendre aussi. Encore une fois, nous, la com du club, et chacun à sa place, c'est Paolo, c'est les joueurs, et je trouve que c'est eux qui doivent avoir la lumière et échanger avec les médias. Maintenant, on a aussi eu des situations en termes d'arbitrage qui ont été très compliquées pour nous. Je crois qu'on a eu 3 ou 4 erreurs manifestes sur ce début de saison. Je parle du carton rouge à Rennes, à Saint-Etienne, la fin de saison dernière, où pareil. À Rennes, c'est le pied avait glissé, on peut pas dire grand-chose. Je sais plus, enfin. Non, c'est pas celle-là. C'est Rennes, ouais. le pied qui a glissé. Ça glisse et ça reste pas, c'est vrai. Oui, Ah, ok, bah oui, pardon. bien Donc, sûr. encore une fois, par moment, le problème, c'est la cohérence de l'arbitrage. Et c'est vrai que là-dessus, je sais plus, je crois que c'est Corentin qui avait fait un post là-dessus en disant. Et je pense qu'il faut qu'on travaille plus avec Oui, mais les ça, acteurs. on n'y arrivera jamais, Mathieu. Oui, mais il faut le faire à un moment donné. Mais parce que- moi, je parlais C'est surtout de l'histoire la. du foot, la ce truc de la cohérence. Je parlais de la, qui n'existe pas, en fait. la Faut qu'on fasse déclare une pause, post-match les gars. surtout. C'est-à-dire, Ouais. est-ce que c'est bien de vous entendre finalement assez peu et quasiment exclusivement là-dessus, alors qu'il y a des tas d'autres choses, la preuve, qui sont passionnantes et peut-être moins conflictuelles, entre guillemets, pour regarder Non, mais tout le monde. il y a aussi au bien frais. sûr ce qu'on dit après un match, mais il y a aussi ce qu'on dit entre les matchs. Je vois régulièrement Edouard, qui soit Edouard G. avant ou... Donc Qui suit le quotidien. non, j'ai l'habitude d'échanger. Encore une fois, comme je vous dis, moi, c'est pas ma position de m'exposer aux médias pour rien dire. Il y a des moments, faut qu'on se fasse entendre, parce que bien sûr que quand il y a des erreurs qui sont manifestes comme ça, honnêtement, il y a des enjeux qui sont aussi importants. Donc voilà, on essaye d'expliquer, de demander les raisons, parce qu'on les a pas toujours. Donc, c'est un peu la raison. Dans un instant, le centre de formation, l'organisation du club, on veut en savoir plus sur Michel Kang. Elle est mystérieuse quand même, Michel Kang, un peu. Elle fascine un peu. Ouais, c'est vrai. 22h48, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tour avec Mathieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL, avec nous ce soir. J'aimerais qu'on dise un mot du centre de formation. Alors, Qui a repris des couleurs. ouais, Mera, Humbert, la nouvelle. Le chouchou d'Edouard G. Chouchou d'Edouard G. Un chouchou par an. Edouard, c'est un Edouard, chouchou c'est un- par an ouais. du centre de Alors, des fois, il y a formation. des chouchous qui fonctionnent, puis des fois, il y a des chouchous qui disparaissent. Est-ce qu'on a vraiment fait un bilan c'est pas listing facile. des C'est pas chouchous qui facile ont de marché ou pas savoir. marché? C'est comme les prospects, c'est pas facile de savoir. J'aimerais bien, on a en tête un Ouais, peu. il y en a eu de Edouard Cherki G. à Yanis Stafer, en Cherki, passant par Cherki. Balouli. Est-ce que Cherki a été dans les chouchous? Ah oui, bien Oui, sûr. oui. Balouli était dans les chouchous. Ah, et Très bon Edouard, il nous parlait de Peut-être pas, Cherki. Cherki ne savait même pas lui-même qu'il allait devenir ce qu'il est devenu. Je pense que Balouli aurait pu être plus fort que Cherki. Cacré est sûr, ça c'est sûr qu'il était Bon, chouchou perdons pas d'Edouard. de temps, les gars, s'il vous plaît. Est-ce que ça y est, le centre de formation repart? Parce qu'il y a eu un creux à Lyon, alors que historiquement, c'était un des centres de formation les plus performants. Alors oui, il y a sûrement eu un creux, mais moi, ma lecture, c'est qu'il y a eu un creux générationnel. Ça arrive par moment, où tu ne sors pas de joueur pendant 2-3 saisons. Bon, ça peut arriver. Maintenant, pour nous, on est arrivé dans une situation où on a dû, et on n'a pas eu le choix, c'est d'aller piocher dans le centre de formation. Donc, dès la fin de saison dernière, on a fait évaluer tous les meilleurs U17, U19 et de la réserve à Paolo pendant les périodes. Il les a tous vus. Ouais, il les a tous vus. Pendant la trêve internationale, on en a fait monter
régulièrement. C'est-à-dire quoi, il venait s'entraîner? Ouais, il venait Donc, s'entraîner avec les pros, donc Fonseca pouvait voir tous les gamins. Il a fait une sorte de revue d'effectifs. Exactement. Ok. Donc c'était surtout pendant les périodes de trêve internationale où tu as moins de joueurs, qu'on avait pas mal de joueurs internationaux. Donc ça nous a permis de faire vraiment une vraie revue d'effectifs, ceux qui étaient capables de comprendre le projet de jeu, qui étaient adaptables aussi à l'entraînement de Paolo. Et ce qui nous a mis 4-5 joueurs qui nous ont montré de bonnes choses, comme Khalis Mera, comme Rémi Imbert, Adil Hamdani, Mathis de Carvalho. Voilà, il y a des jeunes joueurs, on voyait qu'il y avait de la qualité, mais par contre, il fallait leur faire la place, ce qu'ils n'avaient pas eu par le passé. Donc on leur a fait la place. Ils ont fait la reprise avec nous. Et Khalis, voilà. Alors je vous rappelle un peu l'épisode de Pierre Lesmelou, où à un moment donné, on se pose la question, on y va pas, c'était un peu compliqué. Pareil, on avait un cap financier, on voulait pas aller au-dessus, donc à un moment donné, on s'est dit non, on n'y va pas parce que c'est au-dessus de nos moyens. Et en même temps, il y avait Khalis qui faisait très bien à la prépa. Donc voilà, on a décidé de donner la chance à Khalis. C'est quoi le secret de l'introduction d'un jeune dans le groupe pro? Il y a une sorte de nombre, pour pas l'user trop vite, il y a un certain nombre de matchs où on le fait jouer, puisque c'est en fait la question m'est venue, parce que j'ai pensé à Mera. Au début, il est arrivé. Et j'ai l'impression qu'il a dû enchaîner 2-3 matchs comme ça. Puis après, un long moment, on ne l'a plus vu. À cause de quoi? Ça va trop vite, il faut freiner. Comment on organise ça? Non, alors il y a d'un gamin. Non, il y a la sensibilité du coach, bien sûr. Khalis est arrivé vite, a joué beaucoup au départ. Après, bien sûr, il y a un contre-coup physique, athlétique, qui est normal pour un très jeune joueur. Il faut rappeler que Khalis, c'est un 2007. Ça veut dire que c'est un joueur qui a même pas 19 ans. Ouais. Donc, encore une fois, c'est la gestion du coach aussi qui manage les minutes des joueurs. Et voilà, on ne veut pas non plus brûler des jeunes joueurs, ça veut dire en les faisant surjouer, où physiquement ça devient difficile. Et je pense que la gestion de Paolo avec Khalis était très bonne. C'est-à-dire qu'il a joué dans des moments importants où on avait besoin de lui, sur des matchs précis, et d'autres matchs où on savait que ça allait être athlétiquement un peu plus dur. Paolo a préféré faire jouer un autre joueur. Alors, il nous reste quelques minutes, il faut qu'on parle un petit peu de la gouvernance, parce qu'il y a quelque chose quand même qui est assez étonnant à Lyon, c'est que Michael Gerlinger et vous êtes arrivés avec John Textor. C'est John Textor qui vous fait venir. Oui. Comme Fonseca d'ailleurs, comme Pierre Sage. Et vous êtes toujours là, lui n'est plus là, vous êtes toujours là. Et vous avez donc une nouvelle patronne, Madame Kang. Alors comment ça se passe avec elle? Est-ce qu'elle est très interventionniste au quotidien? Comment vous fonctionnez ensemble? Parce qu'autant Textor, on l'entendait souvent, il s'exprimait beaucoup, on le voyait beaucoup, elle est beaucoup plus discrète. Alors non. Bien sûr qu'elle est impliquée, c'est tout ce qu'on fait. Mais par contre, elle n'est pas du tout interventionniste. Elle nous a donné un cap, une vision, mais elle a une vraie ambition sportive. Et c'est quoi le cap, la vision? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle nous a donné les moyens de faire ce qu'on a fait cet été. Au moins, elle nous a donné un budget sur lequel on pouvait travailler. Et elle nous a donné la liberté de travailler dans ce budget-là. Ça veut dire que bien sûr que je rapportais sur tout ce qu'on allait faire. C'est plus sécurisant qu'avec Textor. Enfin, c'est l'impression que j'ai. C'est différent surtout. C'est différent. Plus que sécurisant, c'est différent. Donc ça nous a permis de travailler dans un cadre fixe. On savait les moyens qu'on avait sur ce mercato-là. Donc pour nous, c'était plus simple. Même si on en avait moins, on savait ce qu'on avait. Bon, ça c'est important de... Et si vous ramenez... la Ligue des Champions, c'est un truc pas prévu. Elle sera contente, ça va changer. On dit souvent que dès le mois de février, on commence déjà à préparer la saison suivante. Exactement. En envisageant qui va partir. Vous allez sortir déjà vos petits listings. On pourrait recruter machin. La Ligue des Champions, c'est tellement pas au programme. Là, on se dit, sauf catastrophe, au moins 4e, ça doit être faisable. Donc ça veut dire qu'il y a tour préliminaire. Et ça peut déjà commencer à mouliner dans la tête, hein. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, elle est ambitieuse. Elle a toujours mis en avant, notre présidente, Michel, la réussite sportive. Elle a dit quand elle est arrivée, je pense que le succès sportif est quelque chose qui est important pour elle. Donc voilà, elle nous a donné les moyens pour faire ça, en tout cas sur cette première saison. Maintenant, non, il n'y a pas eu de qualification en Champions League de prévu ou de budgétisé. Donc, moi, je n'ai pas dit ça, mais si ça arrive. Si ça arrive, on va le prendre, bien sûr. Mais en tout cas, non, on n'est pas encore dans cette
Non, mais je veux dire, comme c'était vision-là. pas au programme et que dès le mois de février, on commence déjà à penser à la saison suivante. Vous aviez peut-être une feuille avec Coupe d'Europe, pas Coupe d'Europe. Cela dit, si c'est 4e, tour préliminaire. Bah, justement. tu t'enflammes Donc, est-ce pas que vous trop allez sur- rajouter C'est une vrai feuille que sur la la- table la- avec peut-être 4e place, peut-être 3e, et là, d'un coup, vous sortez des listings qui sont différents. Alors, on Et revient, qui était- on revient au recrutement, au scouting. Et le recrutement, c'est l'anticipation. Bien sûr qu'on travaille toujours sur plusieurs scénarios. Et bien sûr qu'on sera prêt si on devait être numéro Vous allez 4, ouvrir un tiroir numéro 3. où, pour l'instant, il était fermé à clé. Le tiroir des joueurs peut-être un peu plus chers sur lesquels vous pourrez aller. Pour le moment, on veut rester dans la même stratégie, dans le même cap. Donc voilà, on ne bouge pas de ce qu'on... Après, si notre présidente nous dit qu'on a plus de moyens, bah, on fera peut-être avec. Mais pour l'instant, on garde le cap sur ce qu'on a fait. Et on est plutôt assez content Alors, il nous et reste satisfait quelques- de ce qu'on fait. Il nous reste quelques minutes. Mathieu Lugin est un homme discret. Daniel, je sais que tu as préparé ton célèbre questionnaire. Donc, c'est maintenant pour en savoir plus. Oui, Mathieu. Alors, Sur Mathieu, j'ai- aussi on a ancien fait joueur. le- on a fait le. Oui, Mm. bah alors c'est vrai, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont oublié Ah oui, que ça tu- date, que hein. tu jouais, notamment au Havre. Exactement. Et en Voilà. Angleterre, longtemps. Donc dans mon tu préfères, ouais, il y a Nottingham Forest aussi, mais c'était pas les grandes années de Nottingham Forest, on va pas se Non. mentir non plus. J'ai quand même trouvé 2 joueurs que tout le Oh. monde connaît à Nottingham Forest, en tout cas le nom. Après, je sais pas si quand tu étais avec eux, ils étaient encore bons. Et puis un petit peu, j'ai pas naché ça avec le Havre pour le fameux tu préfères. J'ai même mis un gardien mais pour le. Bon, clin vas-y, d'œil. envoie. Allez. Allez, on y va. Christophe Revaux ou Jean Lamoumsong. Christophe Revaux. Christophe Revaux ou Teddy Bertin. Christophe Revaux. Christophe Revaux ou Caveglia. Christophe Revaux. Bah, dis donc, je m'attendais pas à ça. Christophe Revaux ou Orlaville. C'est difficile parce que, je veux dire Orlaville, parce qu'on T'as vient de la joué même avec ville. Ouais. Non, pas non. que ça, on vient de la même ville. Ah, On vient de Wassel et son père est un très grand joueur de Loulou. QVI. De Rouen. absolument, absolument. On en était où donc à Orlaville. Donc Orlaville ou Vicage Dorasso. Vicage Dorasso. Vicage Dorasso ou Jean-Claude Darcheville. Vicage Dorasso. Dorasso ou Nick Bambi. Oh, Dorasso. Il devait être à la fin, Ouais. Bambi. Ça ne fait plus avancer Vraiment. très vite. Vicage Dorasso ou Pierre Van Hooijdonk. Je garde Vicage, mais j'ai adoré jouer avec Pierre. Et Vicage Dorasso ou Ibrahim Ba. Vicage. Bah, c'est Vicage Vicage, Dorasso, alors. le Vicage vainqueur Dorasso. de Mathieu Louis-Jean. Après, c'est un peu Il y a eu des biaisé. bons joueurs quand même au Havre. Oui, oui, bien sûr. C'est bien quand sûr. même un club, le Havre, Centre où il y de a formation. beaucoup de joueurs, effectivement, Exactement. Énorme qui centre. sont passés. Coquilloville, ouais. quel Si on quartier. fait une liste, il y a vraiment un paquet de joueurs qui. Non, c'est un Maillot. vrai club formateur. Mm. Il y a un vrai savoir-faire au Havre et voilà, qui a réussi à durer dans le temps. Donc, non, Une dernière question T'as vibré, personnelle. Gilbert, quand j'ai cité Teddy Bertin. Moi, tu me dis Teddy Bertin au Franck Leboeuf, je te dis Franck Leboeuf. Mais bon. Ça a été fugace, hein, Teddy Bertin dans le jeu. Ouais. C'est quoi l'avenir de Mathieu Louis-Jean? Enfin, est-ce que vous avez un rêve d'être directeur technique quelque part? Il a d'être, bossé déjà dans beaucoup de gros clubs, hein, mine de Alors rien. oui, Manchester. ouais, j'ai pas mal bougé, pour être honnête. Donc j'aimerais bien me stabiliser un petit peu, pour être honnête. Non, là, je suis en train de grandir à l'OL et on est dans une bonne période. Donc non, je suis plutôt... Donc tout le monde calme reste par à rapport à la la stabilité, quoi. Ça, c'est le mot du soir. Exactement. Il paraît que Exactement. c'est le mot secret dans le foot. C'est une bonne chose, la stabilité, quand C'est même, non plus simple d'être stable mais avec Michel c'est Tank rare. qu'avec John Textor. Oui, J'ai l'impression. apparemment.